moi je vais parler de pratiques sonores collectives en réseau, de la manière dont l'idée du réseau, le fonctionnement du réseau peut influencer les pratiques sonores participatives. Voilà, lancer une piste, on va dire, autour de cette question-là. Les pratiques participatives, selon les objets que j'ai d'études, ont quand même été particulièrement exacerbées par les nouvelles technologies de communication, parce qu'il y a un contenu qui n'est plus un contenu contrôlé, mais un contenu qui est co-généré. Comme l'affirme, par exemple, un précurseur de ce type de pratique qui est Roy Ascott. Et je n'arrive pas à faire défiler ma slide. Ah, excusez-moi. Voilà. Dans cette citation d'un article qui s'appelle « Y a-t-il de l'amour dans l'étreinte télématique ?» donc qui vient bien poser cette problématique de l'autre et de mon rapport à l'autre par tous ces médias qui nous séparent, et d'autant plus depuis un an et demi. Donc, c'est ainsi que l'utilisation télématique du réseau rend explicite dans ses protocoles, dans sa technologie, ce qui, dans toute expérience esthétique, est implicite, à savoir que cette expérience est considérée comme aussi créative dans l'acte de perception du regardeur que dans l'acte de production de l'artiste. Et il y a quelque chose, je pense, et moi en tout cas c'est ce sur quoi je travaille, vraiment de cet ordre-là avec les technologies du numérique, de proposer des expériences qui sont effectivement... qui vont être co-générés avec du public, avec des collaborateurs, avec des participants. On peut avoir plein de noms et de mots différents pour parler de ça. Et donc, c'est quelque chose qui, depuis le début des années 90, même en dehors de nouvelles technologies, on va avoir vraiment des pratiques sociales qui vont de plus en plus se centrer et apporter une réflexion sur les interactions humaines, que ce soit dans des domaines sociaux, dans des domaines politiques, dans des domaines environnementaux ou artistiques. On va voir de plus en plus clairement apparaître un espèce de faisceau de connexion qui implique un glissement un peu de notre vision du monde, où le sens comme modalité du sensible ne va plus naître de l'observation, comme on pouvait le faire jusqu'à maintenant, mais va bien naître de l'interaction. Et les pratiques artistiques ne vont plus évoluer dans des systèmes sémantiques qui sont déjà fixés, mais dans une négociation permanente entre une relation entre tous ces acteurs. Et c'est là d'où va émerger le sens, au sens de modalité sensible. La particularité des interfaces télématiques, c'est de rendre présent le corps de l'autre malgré la distance entre des espaces qu'on a l'habitude de qualifier d'espaces virtuels, mais que nous sommes bien en train de vivre comme une expérience réelle. Simplement, je prendrai l'exemple de cette conférence où je suis en train de faire une présentation et j'ai écouté une présentation dans un espace virtuel qui est Zoom, mais nous cherchons tous aujourd'hui à ajouter notre petite brique à une pensée bien réelle qu'on essaie de construire sur des questions de participation dans les pratiques artistiques. Donc, le réseau offre une autre manière d'être présents les uns aux autres, les unes aux autres, et va ouvrir aussi l'horizon de nouveaux tissages, de nouvelles relations, dans des temporalités qui étaient jusque-là insolites. Comme je disais, depuis le début des années 90, il y a des œuvres qui explorent le concept de téléprésence en cherchant à créer des expériences de présence à distance via des réseaux de téléphonie, d'Internet, etc., comme des personnes comme des précurseurs que j'ai cités, Roy Ascott tout à l'heure. Et il y a Jean-Paul Fourmentreau qui distingue deux modes de téléprésence artistique, selon qu'il renvoie au dispositif de contrôle à distance d'instruments fonctionnant dans des environnements difficilement accessibles aux êtres humains, ou selon qu'il renvoie davantage au sentiment de présence éprouvé par la navigation dans ces environnements, la simulation d'environnements virtuels ou de mondes virtuels totalement imaginaires. Moi, dans mon travail, c'est cette deuxième partie de la citation qui va m'intéresser, c'est la manière dont on peut créer, éprouver de la présence par la navigation et par la pratique des réseaux, des outils en réseau et de ces espaces dits virtuels. Ce qui me semble intéressant, c'est de comprendre comment ces expériences de téléprésence vont influencer nos relations et notre manière d'envisager sa téléprésence à l'autre, pour paraphraser la présence de l'autre qu'on peut retrouver dans la philosophie et la phénoménologie de Merleau-Ponty, mais parler ici évidemment de téléprésence. Et tout ça, ça va supposer d'inventer des nouvelles manières de se raconter pour pouvoir se raconter en réseau. Par exemple, il y a un outil que j'utilise beaucoup qui est proposé par la chercheuse Donna Haraway qui s'approprie le principe des jeux de ficelle qu'on trouve dans les tribus Navajo en Amérique du Nord. Et le jeu de ficelle pour les Navajos, c'est autant une pratique de tissage entre ces fils
qu'une manière de raconter des histoires, qu'une manière de transmettre et d'apprendre. Et donc, elle propose de reprendre ce principe du jeu de ficelle pour construire des systèmes de pensée en réseau, et pouvoir venir ainsi tirer des fils et voir jusqu'où ces fils peuvent nous amener, aussi bien pour nous connecter entre nous que pour connecter nos modes de pensée, que pour connecter nos machines, etc. Et on peut ensuite élargir ça. Déjà, Roy Ascott avait souligné dans son texte, justement, y a-t-il de l'amour dans l'étreinte télématique, l'importance de l'interface. Qu'est-ce qui nous permet de nous connecter? Quel est l'outil qui va nous permettre de nous connecter? Et l'interface numérique, qui est ce qui permet, en fait, qui est un outil d'extériorisation de notre perception. Non pas qu'il remplace ou qu'il transforme notre perception, mais d'une certaine manière, il la complète, ou en tout cas, il amène des nouveaux modes de perception, de pouvoir entendre ce qui n'est pas là, comme par exemple avec l'apparition de l'enregistrement à une certaine époque. Ici, on peut se voir tout en étant à distance. Donc, il faut penser l'interface au sens large pour en saisir toute sa sensualité et toute sa sensibilité. Et donc, ce qu'en dit Roy Ascott, c'est que l'essence de l'interface réside dans sa flexibilité potentielle. Elle peut accepter et livrer des images à la fois fixes et en mouvement, des sons construits, synthétisés ou samplés, des textes écrits et parlés. Elle peut ressentir la chaleur, les signaux corporels, avoir conscience de l'environnement. Elle peut répondre à un tapement de pied, à l'arabesque d'un danseur, à la direction que suivent les yeux du regardeur. Elle ne se contente pas d'articuler du mouvement du son ou de la lumière, un environnement physique. Elle est elle-même un environnement. Tout ce que l'interface serait capable de nous transmettre comme sensation et comme perception de l'environnement ne va dépendre finalement que de ce que nous allons mettre à l'intérieur de l'interface. Dans un art télématique, l'expérience vécue dépend de ce que Roy Ascott appelle l'output sensoriel, la qualité sensible de l'interface. Par exemple, oui, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, de l'enregistrement audio qui a permis d'arriver à des pratiques et à des écoutes insolites en entendant par exemple des choses déjà passées ou des choses qui n'étaient pas là, qui étaient absentes et qu'on pouvait jusqu'à maintenant se mettre à entendre. Donc ça va évidemment changer notre rapport à l'audio de la manière que le numérique va changer notre rapport de présence les uns aux autres. L'autre peut être présent à moi, voire même hyper présent malgré la distance, puisqu'on va avoir aussi ce type de forme-là, de vraiment sentir très fort la présence de l'autre dans des espaces virtuels. Et un des meilleurs témoignages et un des plus beaux témoignages que j'ai entendu de cette super présence de l'autre, c'est le témoignage d'Annie Abrahams, qui en 2008 a fait une performance qui s'appelle The Big Kiss, où avec son compatriote que nous voyons sur les images, ils ont fait un baiser télématique pendant 3 heures. Donc, ils sont chacun dans une pièce différente. Et c'est une vidéo qui les filme en direct, qui les recompose ensemble. Et ils se voient aussi. Donc, ils essayent de recréer ce baiser télématiquement. Et à la fin de la performance, elle se pose elle-même la question de se dire, est-ce que finalement, ce baiser télématique n'était pas plus fort qu'un réel baiser? Donc, je trouve ça assez intéressant de venir achever cette performance avec cette réflexion, parce que j'imagine qu'ils ont chacun dans leur pièce du vivre des sensations assez particulières en essayant de s'embrasser via la caméra. Ce qui m'intéresse, donc effectivement, vous l'aurez compris, c'est de voir ce que l'on peut faire ensemble, pour reprendre Roy Ascott, sa formule, dans l'étreinte télématique. Est-ce qu'on peut s'étreindre télématiquement? Et particulièrement sur des questions d'écoute, et sur des questions d'écoute à distance. Comme peuvent le dire aussi Louise Merzo, qui est médiologue et qui s'intéresse à l'étude des médias, ou Roy Ascott, que j'ai déjà beaucoup cité, chacun dans le domaine qu'ils occupent, les technologies numériques et télématiques sont en soi des dispositifs participatifs qui influencent les pratiques artistiques qui s'y développent. Le fonctionnement en réseau va décloisonner, il provoque des croisements inouïs entre des disciplines et fait apparaître des pratiques de l'antre. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne mon travail, c'est entre art visuel et art sonore, par exemple. Dans le texte d'introduction du NAMSAT, alors le NAMSAT, c'est le Network Music and Sound Art Timeline. C'est un site internet qui fait office d'espèce de veille documentaire sur tout ce qui peut se produire et ce qui s'est produit en art sonore. Je pourrais partager le lien. Il a été créé par Jérôme Joie. Et dans l'introduction de cette veille documentaire, il définit 2 enjeux de la pratique sonore des arts en réseau. D'un côté, l'expérimentation de problématiques d'une nouvelle lutherie participative, développer des nouveaux instruments spécifiques aux pratiques en réseau pour faire de la musique ensemble. Et de l'autre côté, il distingue aussi la recherche de nouveaux dispositifs expérientiels qui mettent en scène le réseau et son influence sur notre perception des espaces sonores. Le groupe de recherche Locusonus que j'ai intégré pour mon doctorat place justement au centre de ces problématiques l'usage du réseau dans nos pratiques artistiques et sonores.
Et pour les deux personnes à l'initiative du projet qui sont Jérôme Joie et Peter Sinclair, cette exploration des systèmes d'espace en réseau révèle et rend lisible des contextes et des pratiques nouvelles qui s'y développent entre espace physique et espace virtuel, de l'ordre de ce que nous pourrions appeler une audibilité sociale ou un état musical et sonore des réseaux, tout en offrant une dimension expérimentale renouvelée de la création musicale et sonore. Il s'intéresse aux nouvelles technologies, enfin dans ce groupe, je dirais plutôt on s'intéresse aux nouvelles technologies, mais surtout aussi aux nouveaux contextes perceptifs que ces technologies vont rendre possibles. Et les projets se préoccupent de nouveaux espaces acoustiques qui apparaissent dans ce contexte et qu'ils appellent des nouveaux auditoriums. On pose la question du rapport entre notre perception sonore et son environnement. Moi, j'ai rejoint le projet pour travailler sur, enfin le groupe pour travailler sur un projet spécifique qui s'appelle New Atlantis, qui est développé depuis une dizaine d'années et qui est une expérience, un projet de recherche et de création d'un univers virtuel en ligne dédié à l'expérimentation sonore en lien avec des images virtuelles en 3D. Donc c'est une plateforme qui permet différentes formes de participation qui vont aller d'un développement collaboratif puisqu'elle se développe toujours lors de workshops qui vont mélanger des professionnels du monde de l'art avec des professionnels du monde de la recherche, avec des étudiants de l'école d'art, ça peut être des étudiants de l'université, voilà, ça va vraiment brasser tout un tas de personnes et la plateforme va avancer et se développer en fonction de la rencontre de ces personnes. Mais elle peut aussi devenir participative parce qu'elle est en ligne, parce qu'elle est en réseau. On peut inviter des participants ou du public à venir nous rejoindre à l'intérieur de cette plateforme pour faire des performances participatives ou à venir proposer, construire ensemble des mondes à l'intérieur de ce monde virtuel. Alors, je vais montrer une petite vidéo pour vous montrer quelques images de New Atlantis. Alors, les images que je vous ai montrées sont des moments de toute fin de moments de construction partagés. On pouvait être une dizaine ensemble en se donnant des thématiques, des règles du jeu, à poser des sons, des objets, des images et ensuite à faire évoluer, à construire ensemble ce monde. Alors, si le réseau permet la recréation d'un espace-temps partagé de l'écoute en se retrouvant à l'intérieur d'un espace virtuel comme New Atlantis, il est aussi démultiplié puisqu'on a une sorte d'élargissement de l'espace-temps musical. Quand je déambule dans New Atlantis, je peux écouter des sons enregistrés qui ont été implémentés à partir de banques de sons. Je peux aussi écouter des sons qui viennent de microphones ouverts qui diffusent en direct l'ambiance sonore de la forêt de Kyoto, par exemple, ou encore des rues de Londres. Et je peux aussi croiser un autre utilisateur qui vient se promener en même temps que moi à l'intérieur de ce monde-là ou avec qui je me suis donné rendez-vous. D'une certaine manière, du coup, je vais écouter en même temps du son passé et du son présent. Et lorsque je vais rencontrer l'avatar de quelqu'un d'autre, je vais être en même temps dans mon bureau, devant mon ordinateur, et en même temps projeté dans cet espace virtuel que je partage avec cette autre personne que je viens de croiser. Mon expérience sensible, elle est en réseau, mais c'est aussi un réseau, un jeu de ficelles qui est tissé entre ces différents espaces-temps. Si New Atlantis propose d'évoluer dans un univers virtuel qui reproduit la perspective de notre monde physique, ça fait bien longtemps que les artistes sonores se questionnent sur le réseau comme un espace d'une nouvelle pratique musicale et de l'écoute. Et lorsqu'il analyse les concerts qu'il a pu faire en visioconférence entre différentes villes du monde entre 1995 et 2005, Atao Tanaka constate avec évidence que l'objet de l'expérimentation que lui avait avec ses collaborateurs, c'était la question de la latence, qui est un nouveau rapport à l'espace-temps musical et à la pratique musicale. Et je vais vous faire entendre mon merveilleux accent anglais avec cette citation qui vient d'un article justement d'Atao Tanaka qui revient sur ces pratiques-là. If networks have significant latency for real-time applications, this means that they exhibit specific temporal characteristics. Seen in this light, it is the same musical concern as when composers consider the acoustical characteristic of the concert space in which their work will be performed.
Autrement dit, la latence est au cœur de l'expérimentation de l'espace acoustique musical en réseau, de la même manière que la longue réverbération des églises a pu influencer la composition des musiques sacrées, ou que la courte réponse acoustique des clubs de jazz permet la virtuosité rapide de l'improvisation. La latence provoque sa propre poétique, esthétique et sensible de la relation à l'autre. Dans New Atlantis, elle peut aussi être source de frustration, évidemment, puisque j'ai mené beaucoup d'entretiens avec des personnes plus ou moins novices qui ont utilisé New Atlantis et que j'ai accompagné dans leur utilisation. Et en général, les personnes qui l'utilisent pour la première fois, la latence est souvent apparue comme une attente qui était source d'une incompréhension de l'espace, plus que d'attendre l'autre et d'attendre l'arrivée de l'autre et la réaction de l'autre, avec des réponses qui ressemblaient à « je ne sais pas si les autres sont vraiment là avec moi », je ne suis pas sûre de comprendre le type de signaux qu'ils sont en train de m'envoyer pour qu'on se comprenne, et entre autres, à cause du délai. Mais cette latence, elle peut aussi provoquer une attente de l'autre qui va accentuer sa présence par son absence. En attendant que l'autre agisse dans le monde, ma concentration et ma perception sont focalisées sur son avatar pour guetter la moindre fenêtre d'interaction possible. Du coup, ça m'amène à me poser évidemment la question d'un partage humain à l'intérieur de ces espaces-temps cassés et recomposés, que je pourrais presque... on pourrait s'approcher des questionnements altruistes, de quelle forme d'altruisme on peut mettre en place dans ces espaces virtuels. Et ce paradigme de la relation par l'attente transforme la temporalité de la création partagée, évidemment. Il ne faut pas oublier que les technologies qui occupent le réseau sont des pratiques qu'il faut apprivoiser. Et c'est ce que met en avant aussi Jérôme Joie dans son article « Une époque circuitée », où il dit que la pratique des réseaux est acquise par tâtonnement et par expérimentation successive, en solitaire et souvent en demandant conseils et astuces à d'autres internautes à distance, amenant au fur et à mesure une aisance et une expertise dans ses propres modes d'intervention pour décider de la pertinence de ses inserts et de ses présences. Si toutes les formes techniques s'acquièrent par tâtonnement, la particularité de la pratique artistique en réseau et collective, d'autant plus sonore, est de développer une technicité de la perception de sa propre présence et de celle de l'autre. Dans les entretiens que j'ai pu mener, comme je le disais, les personnes qui allaient pour la première fois dans New Atlantis n'ont pas vécu une expérience partagée. Elles ont vu bouger les avatars des autres participants, mais elles n'ont pas perçu ces avatars comme des présences des autres. Là où, au bout de plusieurs sessions, en général, elles étaient capables de décrire des moments d'interaction qu'elles avaient vraiment vécus et ressentis avec les autres. Sentir l'autre télématiquement peut demander une forme d'apprentissage, car la sensibilité à distance du corps sort de nos paradigmes habituels de la relation. Dans l'écoute à distance se joue aussi la distance de l'autre. Pour terminer, je dirais que consciemment ou non, avec succès ou non, le récit de New Atlantis se déploie par ces biais-là, par le biais du réseau. L'idée du collectif, elle est intégrée dans son fonctionnement même, et le réseau évolue New Atlantis va être autant un réseau Internet qu'un réseau d'institutions, qu'un réseau de transmission de savoir, qui sont elles-mêmes constituées de réseaux d'individus aux statuts et aux compétences diverses. Le réseau d'où émerge en permanence New Atlantis est une superposition croisée de jeux de ficelles qui nourrissent conjointement la recherche et la création. Dans la pratique des arts sonores en réseau, New Atlantis devient un instrument. Il engage des opérations récurrentes et itératives, jouabilité, performativité, interactivité, participativité, dans un système cohérent qui forme un appareil ou un dispositif dont il s'agit de faire l'expérience en tant qu'œuvre. Cette phrase était aussi issue des textes des deux fondateurs de Locus Sonus, Peter Sinclair et Jérôme Joie. Et dans ma pratique de New Atlantis, les outils que j'utilise sont des êtres appartenant aux différents récits qui émergent, au même titre que tous les participants. En considérant l'outil, car il faut toujours penser ce que pensent nos outils, on peut inventer de nouvelles formes d'écriture en expérimentant nos perceptions. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. Merci Ludmila, non, ça a été impeccable, merci à vous. Juste une remarque, est-ce que cet espace dont vous nous parliez récemment, juste à la fin, c'est quelque chose qui est accessible à tous, ou alors c'est que ça reste là aussi, enfin, ça reste un espace de communauté et qui reste voilà, est-ce qu'on est dans quelque chose qui concerne exclusivement des artistes numériques ou sonores, ou finalement dans quelque chose qui dépasse ce spectre-là? Alors, je vais avoir deux réponses. J'ai essayé de les faire vite, mais j'ai quand même deux réponses. L'objectif de cet outil, c'est d'être ouvert à tous. Et on est en ce moment sur un travail justement de développement pour le rendre de plus en plus accessible, qui puisse avoir aussi plusieurs niveaux d'utilisation,
entre des artistes capables de faire du développement, des artistes sonores, mais aussi des enfants dans le cadre d'ateliers d'art plastique ou à la manière de Minecraft, pour ceux qui connaissent le jeu Minecraft, qui est un jeu en espèce de Lego où on va pouvoir construire ces maisons, là qu'on puisse aller construire son univers sonore à l'intérieur de New Atlantis et le partager avec d'autres, inviter des gens sur son île pour leur faire écouter ce qu'on a fait, etc. Donc il y a cette optique-là, mais aujourd'hui on est encore dans des étapes de développement, donc il est difficile de le prendre en main seul pour l'instant. Il y a besoin encore d'une médiation pour pouvoir commencer à utiliser l'outil. Très bien, merci pour cette première remarque. On voit alors voilà, je vous invite aussi, vous toutes et tous qui suivez, du coup, le webinaire, de poser quelques questions. Nous, on les compile et on essaiera de toutes les poser, du coup, derrière, un petit peu dans la foulée. Vraiment une rapide question là aussi, Mila, vous pensez que, les démarches qui sont à l'œuvre, peut-être que c'est une question vraiment de béotien, néophyte là pour le coup, dans ce que vous avez rencontré sont avant tout des démarches qui sont artistiques ici, en ligne ou alors c'est avant tout des démarches de codeurs? Pour le coup, enfin lequel s'inspire de l'autre là? Alors, je pourrais pas vous dire lequel s'inspire de l'autre parce que pour moi, sur un projet comme celui-là, ce serait un peu comme essayer de répondre à la question de l'œuf ou de la poule. Je pense que c'est des choses qui évoluent ensemble et que cette plateforme, elle va pouvoir intéresser des développeurs simplement sur des questions de développement ou elle va pouvoir intéresser des artistes pour toutes les questions artistiques qu'elles peuvent relever, entre autres dans des pratiques participatives. Je pense que OK. c'est un outil et ensuite, ça va vraiment dépendre de ce que chacun viendra y mettre et de l'utilisation qui l'intéresse et qu'il en fera. Très bien, peut-être aussi de ce qu'on va venir y rechercher, voilà, peut-être qu'on pourra creuser les nuances entre participatif et collaboratif ou ce genre de choses. Merci en tout cas pour la participation.